Bonjour Isabelle Ville, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Alors, comment on peut expliquer les différentes représentations sociales du handicap qui se sont formées au cours de l'histoire? Et dans un autre sens, comment, ou disons, qu'est-ce que les recherches en sciences sociales sur le handicap, et plus particulièrement la sociologie, nous apprennent de nos propres sociétés contemporaines, de notre rapport au corps, au travail, mais aussi peut-être de notre conception de la justice sociale. Et je crois que ce sont ces questions notamment qui vont être au cœur de votre intervention. Alors quelques mots d'abord pour vous présenter. Isabelle Ville, vous êtes sociologue, directrice de recherche à l'INSERM, mais directrice d'études de l'EHESS, et vous êtes membre du Centre d'études des mouvements sociaux. À l'EHESS, vous occupez la chaire Les sociétés contemporaines à la lumière du handicap et vous dirigez actuellement le programme Handicap et société. Je peux citer aussi le fait que vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui s'intitule Introduction à la sociologie du handicap. Et je pense qu'on peut dire de manière assez générale que vous avez joué un rôle de premier plan en France dans la structuration de la recherche en sciences sociales sur le handicap. Alors avant de vous laisser la parole, je tiens à dire aux personnes qui nous écoutent à distance qu'elles peuvent poser des questions en utilisant le chat, poser des questions par écrit, questions auxquelles Isabelle Ville répondra à l'issue de son intervention. Isabelle, la parole est à vous. Merci beaucoup Brigitte, merci d'abord de cette introduction et aussi surtout d'avoir accepté d'être discutante de ma présentation. Et je remercie également les organisateurs de ce mois de l'international de l'EHESS de m'avoir convié à parler de mes enseignements donc, sur la question du handicap. Bonjour à tous et à toutes. On ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Alors, je n'ai pas osé me risquer à faire cette présentation en anglais, j'en suis désolée. Mais pour me faire pardonner, j'ai préparé un petit diaporama que je vais essayer maintenant. Voilà. Voilà, donc ce diaporama est lui en anglais. Alors, je vais donc aborder la question du handicap à la fois comme un domaine d'intervention de l'action publique, mais aussi comme un objet de recherche donc en sciences humaines et sociales, avec une perspective socio-historique. Donc, il s'agit d'un champ de recherche relativement récent. Il commence à être visible dans les années 80, plus particulièrement dans la littérature anglo-saxonne. Il prend beaucoup plus de temps à se structurer en France, mais on peut dire que depuis les 10 à 15 dernières années, ce domaine de recherche est en plein essor. Alors, d'ailleurs, je tiens à souligner le rôle pionnier de l'école en ce domaine, parce que, comme l'a évoqué Brigitte, donc l'école de par, disons, son approche interdisciplinaire, a pu faire un accueil favorable à ce type d'objet qui est très transversal, en lui dédiant même un programme spécifique, donc le programme Handicap et Société, depuis 2006, et ça a été une opportunité de rencontres, de débats pour de nombreux étudiants venus de toute la France et même des pays francophones limitrophes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans les années 70, aux quatre coins du monde, aux États-Unis, en Europe, mais aussi au Japon notamment, des personnes handicapées se mobilisent, à l'instar d'autres groupes avant elles, des femmes, des homosexuels, des noirs, etc. Et les mouvements ne sont pas très homogènes, hein, ils sont un peu teintés par les histoires locales de chaque pays. Par exemple, au Japon, on va plutôt dénoncer l'eugénisme, les pratiques eugénistes qui sont encore vivaces. Aux États-Unis, ce sont plutôt les discriminations. Et en France et en Europe plus généralement, ce sont les institutions, l'institutionnalisation, la vie ségrégée des personnes handicapées. Mais toutes ces personnes ont en commun de vouloir choisir leur mode de vie et de vouloir participer à la vie sociale comme les autres et dans tous les domaines de la vie sociale.
Et en amont, donc pas en amont, pardon, parallèlement plutôt à ces mouvements, en prise avec ces mouvements, se développe donc tout un corpus de travaux, d'études qui sont à la fois transversales et critiques, qui visent à mettre l'accent sur les relations de domination, les relations de pouvoir que ces minorités subissent et qui visent aussi, bien sûr, leur émancipation. Et on range donc ce corpus de recherche sous le label des Cultural Studies, et pour ce qui concerne la question du handicap, on parle de Disability Studies. Alors, on a aussi des Deaf Studies, des études sourdes. Les sourds ont du mal, enfin ces études ont du mal à être intégrées dans le champ des Disability Studies. Alors à ce stade, j'aimerais apporter quelques précisions. D'une part, les mobilisations des personnes handicapées ne démarrent pas en 70, il y a bien avant d'autres mobilisations, et c'est ce dont je parlerai en particulier. Et de même, la question du handicap a intéressé des chercheurs en sciences sociales bien avant les Disability Studies. Alors, dans le domaine de la psychologie, on en trouve des traces dès les années 20. Et puis, un peu plus tard, dans le domaine des sciences sociales proprement dites, notamment en 1948, un numéro spécial du Journal of Social Issues est dédié donc à cette question, qui réunit une douzaine d'articles de chercheurs de disciplines des sciences sociales, de différentes disciplines des sciences sociales. Et puis, on a dans la sociologie américaine, notamment dans le courant de l'interactionnisme symbolique, un certain nombre de chercheurs comme Erving Goffman, qu'on connaît bien, mais aussi Fred Davis, qui s'est intéressé aux familles d'enfants qui étaient atteints de la poliomyélite et leur rapport avec l'hôpital, ou encore Robert Edgerton, qui s'est intéressé à la vie dans des institutions pour des personnes avec des déficiences intellectuelles, ou encore Robert Scott, qui lui s'est intéressé à la fabrique des aveugles. Donc on a quand même tout un champ de travaux qui émargent plutôt à des courants comme la sociologie de la santé ou de la défiance. Alors, une autre précision que j'aimerais apporter, c'est que la recherche sur le handicap ne se cantonne pas aux Disability Studies. On peut aborder l'objet sous d'autres prismes. En particulier, on peut l'appréhender comme un analyseur, un révélateur de la question sociale et de ses transformations. Et c'est plutôt dans cette position que je m'inscris, en essayant de proposer une version des savoirs sur le handicap qui est susceptible de pouvoir englober finalement à la fois les propositions des Disability Studies, mais aussi la sociologie de la santé, plus récemment les théories du care et évidemment la sociologie de l'action publique. Et enfin, j'ajoute, donc avant de rentrer dans le vif de mon propos, que la catégorie socio-administrative du handicap ou des personnes handicapées, ou encore, comme on dit aujourd'hui, des personnes en situation de handicap, elle n'apparaît finalement que dans la seconde moitié du XXe siècle, et elle a cette mission, enfin cette vocation plutôt, à rassembler des catégories de personnes plus anciennes comme les mutilés, les accidentés, les infirmes, ou des catégories qui pointent un déficit comme les aveugles, les sourds-muets, les retardés mentaux. Et avec cette volonté d'homogénéiser finalement, à partir donc de cette deuxième moitié du XXe siècle, le champ de l'action publique à destination de ces personnes. Ce qui fait que parler de handicap avant cette période relève de l'anachronisme. Ça m'arrive d'ailleurs d'en faire. Donc j'espère que vous n'en voudrez pas si c'est le cas. Donc, je ne vais pas faire un grand récit du handicap et de son traitement, je ne suis pas armée pour ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de montrer la diversité de ces déclinaisons en l'abordant un peu de manière plus figurative, sous forme de tableaux, sous forme d'assemblages qui apparaissent à des moments différents. Et donc, j'évoquerai 4 de ces assemblages en m'appuyant à la fois sur mes propres travaux, mais aussi en mobilisant ceux d'autres chercheurs. Et pour chaque assemblage, en fait, je vais chercher à décrire dans quelle écologie sociale une question, un problème qu'on rangerait aujourd'hui sous la catégorie handicap va s'imposer et quelles sont les réponses qui vont lui être apportées et voir les transformations en retour de l'assemblage initial. Et donc, le premier de ces assemblages met en scène la figure du pauvre méritant et de l'inaptitude au travail comme mode d'éligibilité à l'assistance. Donc, cette figure du pauvre méritant, elle émerge au XIVe siècle avec
distinguer finalement dans la grande masse des pauvres ceux qui méritent d'être secourus et donc de bénéficier du devoir de charité qui est très prégnant dans la chrétienté médiévale. Alors, cette figure du pauvre méritant, elle a été décrite par Robert Castel dans Les Métamorphoses de la question sociale, et il est admis aujourd'hui qu'elle constitue quelque part le point de départ, ou disons la catégorie princeps d'une généalogie du handicap. Alors, quelle est la situation qui provoque cette première figure du pauvre méritant? Eh bien, la pauvreté, au Moyen-Âge, la pauvreté est une situation commune. La France est essentiellement composée de paysans qui sont regroupés autour de fiefs, avec le château, l'église, et puis qui, leur vie durant, vont travailler la terre pour le compte de leurs propriétaires. Et finalement, les aléas de la vie dans cette période sont plutôt amortis par des relations de solidarité très fortes, je le disais tout à l'heure, donc des relations familiales, des relations de voisinage, et puis l'Église qui aussi va venir au secours des plus démunis. Et donc la pauvreté ne pose pas problème au Moyen-Âge. Elle fait partie de cette société féodale, société de caste, où la place de chacun est assignée par la volonté divine. Mais entre 1347 et 1348, une terrible épidémie de peste, la peste noire, décime en fait un tiers de la population européenne et provoque bien sûr une crise sans précédent. Et les paysans, pour fuir un peu la misère, vont avoir tendance à rejoindre les villes qui, elles, se sont pas mal enrichies grâce au commerce. Et c'est surtout ça qui est un fait nouveau et intéressant, c'est que, chemin faisant, en fait, ils vont prendre conscience, ils vont avoir l'idée de négocier leur force de travail, de la proposer aux plus offrants. Voilà, c'est les prémices du capitalisme, de l'économie naissante, que germe cette idée que son corps, son propre corps, peut avoir une valeur et qu'on peut donc la négocier, cette valeur. Et ça, c'est une vraie menace pour cette société de caste, qu'est l'ordre féodal, et les autorités locales vont tout faire pour endiguer cette mobilité des pauvres, avec une première mesure qui consiste à interdire le vagabondage. Chacun doit rester à sa place et travailler dans sa communauté d'origine. Cette mesure est difficile à appliquer parce que la France est très rurale et qu'elle est couverte de forêts et que se déplacer, finalement, à couvert, c'est assez simple. Et ce, d'autant que justement, toujours en raison de cette solidarité médiévale, les vagabonds trouvent facilement le gîte et le couvert. Et donc, une seconde mesure va venir se rajouter à la première, et c'est celle-là qui nous intéresse tout particulièrement. Et elle va consister à interdire justement d'aider ces vagabonds, interdire de leur donner l'aumône. Et c'est donc dans ce contexte qu'émerge cette catégorie des pauvres légitimes pour bénéficier de la charité. Alors, pour vous en donner une illustration, voilà, je vous lis l'ordonnance du roi Jean le Bon, qui date donc de 1351, et qui enjoint les religieux à dire en leur sermon que ceux qui voudront donner aumône n'en donnent nul à gens sains de corps et de membres, ni à gens qui puissent besogne faire, dont ils puissent gagner leur vie, mais les donnent à gens contrefaits, aveugles, impotents ou autres misérables personnes. J'emprunte cette citation à Bronislas Keremek. Donc, on voit que les autorités locales entendent donc restreindre l'exercice de la charité à une catégorie maintenant bien définie de personnes, de pauvres. Ce sont ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins en travaillant. Et donc, les éléments de nature différente qui composent ce premier assemblage, donc un événement contingent qui est la peste noire, les prémices rampantes du capitalisme, une théorie qui régule les rapports sociaux, donc la chrétienté médiévale et donc le devoir de charité, donc convergent pour faire de l'inaptitude au travail la pierre angulaire du traitement de l'infirmité et plus tard du handicap, parce que l'effet va être vraiment durable. Et donc, à partir de cette période, on va commencer à répertorier les pauvres méritants, on va afficher leurs noms sur la porte des églises, les affubler de signes distinctifs. Et au fil des siècles, ces dispositifs d'assistance ne feront que se spécialiser. Alors, ce qui est intéressant aussi quand même à noter dans ce premier assemblage, c'est que finalement, ce ne sont pas les infirmes qui sont visés, mais ce sont bien les vagabonds. Les mesures autoritaires, c'est bien ce qui pose problème, ce sont les vagabonds.
c'est donc ce versant de la question sociale dont a beaucoup traité Robert Castel, en fait. Mais il n'en reste pas moins que cette catégorisation va faire naître vraiment deux registres de l'action sociale qui vont perdurer encore aujourd'hui. Alors, j'en arrive au second assemblage qui, lui, met en scène certaines catégories d'enfants, les éducables, et qui marque le début de l'éducation spéciale. La figure des éducables, elle se construit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et dans l'écologie cognitive propre aux Lumières, où on s'est débarrassé des explications métaphysiques du monde, où on pense désormais que la structure sociale, les relations sociales ne sont pas l'œuvre de Dieu, enfin dictées plutôt par la volonté divine, mais qu'elles résultent de l'action raisonnée des hommes. Donc une raison qui permet de comprendre le monde, d'initier le progrès et à laquelle on accède par l'éducation. Une éducation fondée sur l'expérience et fondée sur les sens, sur les sensations. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau écrit dans l'Émile comme tout ce qui entre dans l'entendement humain, il vient par les sens, la première raison de l'homme est une raison sensitive. C'est elle qui sert de base à la raison intellectuelle. Nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux. Et donc ce primat donné à l'expérience et aux sensations permet d'envisager la compensation de certains déficits sensoriels. Les philosophes, d'ailleurs, à cette époque, s'intéressent beaucoup au rôle de la vision dans l'acquisition des connaissances, parce qu'il se trouve que on commence à pouvoir faire les premières opérations chirurgicales de la cataracte congénitale. Donc, des gens sont susceptibles de recouvrer la vue voilà, brutalement. Personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de voir. Et ça va animer un débat parmi les philosophes, d'ailleurs, auquel Denis Diderot participera avec sa fameuse lettre sur les aveugles à l'attention de ceux qui voient. Alors, quelques années plus tard, un autre philosophe, Étienne Bonneau de Condillac, publie son Traité des sensations. On est en 1754. Et il y défend une idée qui nous intéresse tout particulièrement. Justement, c'est l'idée d'une suppléance des sens dans l'acquisition des connaissances. En fait, il nous conseille, là je le cite, de considérer séparément nos sens, de distinguer avec précision les idées que nous devons à chacun d'eux et d'observer avec quel progrès ils s'instruisent et comment ils se prêtent des secours mutuels. Et certains pédagogues vont mettre à profit en fait ces développements philosophiques et scientifiques pour l'éducation de ceux dont les déficiences peuvent justement être compensées par des techniques et des pédagogies adaptées. Alors on a notamment Pereire, le fondateur de l'oralisme pour les sourds, qui a cette idée, alors ça, on est à la moitié là, du XVIIIe siècle, de substituer le toucher à l'ouïe, oui, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, en faisant ressentir les vibrations de la parole pour permettre donc aux sourds de parler. Une dizaine d'années plus tard, c'est l'abbé de l'Épée qui, lui, va systématiser une méthode d'éducation basée sur la langue des signes, mode de communication que les sourds ont déjà mis en place, hein, et qui substitue cette fois la vue à l'ouïe. Et enfin, Valentin Haüy qui va avoir l'idée de gaufrer du papier pour permettre, donc pour substituer le toucher cette fois à la vue et permettre aux aveugles de lire en relief. Et cette méthode sera reprise et simplifiée surtout par un de ses élèves aveugles qui s'appelle Louis Braille et dont la technique porte aujourd'hui le nom. Donc la visée est humaniste. Hein, il s'agit de permettre à ces enfants d'accéder à la culture au moyen de techniques adaptées et des écoles s'ouvrent donc dans la dernière partie du XVIIIe siècle, dont l'Institut des jeunes sourds et l'Institut des jeunes aveugles qui seront nationalisés durant la Révolution. Et cet intérêt pour l'éducation des enfants sourds et aveugles va s'étendre à ceux qui sont réputés idiots, notamment avec le travail de Jean Itard qui est le médecin des sourds et qui s'est vu confier en 1800 l'éducation de Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage dont François Truffaut a fait un film dans les années 70. Et donc, Itard va mettre au point une pédagogie qui est très inspirée de l'empirisme de Condillac et va donc éduquer Victor, je crois, pendant 5 ans. Et Victor fera effectivement un certain nombre d'apprentissages, mais il ne parlera jamais. Et ça a été l'échec pour Itard.
Mais néanmoins, sa méthode a été reprise et développée par notamment Édouard Seguin en France, qui est un de ses disciples, et puis en Italie par Maria Montessori et en Belgique par Ovide de Crowley, et c'est donc ce qu'on appellera la pédagogie nouvelle. Donc, dans ce second assemblage, pas d'événements contingents ni de menaces particulières, mais une théorie sur le monde et sur le fonctionnement humain qui fait la part belle aux sensations et des acteurs humanistes et bienfaiteurs de l'humanité qui promeuvent donc cette théorie. Et ce qui est intéressant de noter dans cette catégorie des éducables, c'est qu'elle dissocie en fait l'incurabilité de l'inadaptation, donc ce qui relève d'un déficit irréductible, qu'il soit sensoriel, physique ou mental, et ce qui relève de l'incapacité qui en résulte et sur laquelle on peut agir. Et cette dissociation, en fait, on la retrouve dans la première classification internationale du handicap en 1980. Voilà, qui va effectivement dissocier, séparer, disons, le trouble de santé de ses conséquences. Alors, donc, les deux derniers rassemblages dont je vais vous parler renvoient à un héritage plus proche de nous, avec en particulier l'instauration des droits sociaux. Et, hop, voilà. Avec d'abord une première catégorie, celle des accidentés du travail, qui émerge dans un contexte d'industrialisation galopante, mal contrôlée, qui produit de nombreux accidents du travail, justement, et les victimes de ces accidents sont souvent dans l'incapacité de retourner travailler et donc sans ressources, parce que pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation, il faut pouvoir faire la preuve d'une faute de l'employeur, ce qui est en général pas possible. Et là, c'est vrai que cette situation où la nation s'enrichit avec l'industrie, mais au prix finalement de la paupérisation d'une catégorie de travailleurs, interpelle les pouvoirs publics, et après un long débat, en 1898 est votée la loi sur les accidents du travail. C'est la première grande loi sociale de la République, hein, celle qui fonde, selon François Ewald, l'État-providence. Alors, cette loi, elle instaure le principe de responsabilité sans faute, c'est-à-dire que les victimes seront indemnisées. Alors, l'indemnisation ne couvre pas tout le préjudice, mais enfin, ça leur permet quand même de vivre. Et les employeurs ne sont pas responsables, mais ils doivent souscrire à une assurance pour garantir leur solvabilité en cas d'indemnisation. J'allais oublier une chose importante, c'est que cette loi, elle trouve son ancrage dans le solidarisme, qui est une théorie philosophique et politique que l'on doit à Léon Bourgeois, qui est un juriste et qui est surtout plusieurs fois ministre sous la Troisième République. Et donc le solidarisme pose, et là je cite Léon Bourgeois, qui dit qu'il y a toujours une certaine somme d'injustice générale qui est imputable non à tel ou tel homme en particulier, mais à la société tout entière. De là, la nécessité d'une justice réparative. Alors, il emprunte la formule à un sociologue un peu tombé dans l'oubli, hein, qui est un contemporain de Durkheim, s'appelait Alfred Fouillé. Et donc, une justice réparative pour corriger les carences de la société et répondre à la dette sociale. Donc, cette citation, je l'emprunte à Marie-Claude Blé, hein, dans un livre sur la solidarité. Et puis, quelques années plus tard, la Grande Guerre, avec ses 1 500 000 mutilés et gueules cassées, donne évidemment une acuité toute particulière à la question de la dette sociale. Et évidemment, les mutilés de guerre se verront indemnisés pour les incapacités qu'ils ont acquises en défendant la nation. Mais on est aussi dans un nouveau contexte, celui d'économie de guerre, où finalement, compte tenu aussi du grand nombre de morts, on a besoin de toutes les forces productives de la nation pour contribuer à l'économie du pays. Et ce nouveau contexte, d'une certaine manière, permet de penser une nouvelle forme de réparation, pas seulement financière, mais une réparation par la réadaptation. Donc, réparation des corps au moyen d'appareillage, au moyen de prothèses, rééducation, entraînement à l'effort pour renforcer les capacités restantes. Et donc, dès 1915, des centres de réadaptation vont être ouverts effectivement pour les mutilés de guerre, et ils seront accompagnés à reprendre un travail, même on va alors assez rapidement leur réserver, c'est la politique des quotas, il va y avoir des quotas et des emplois réservés pour les mutilés de guerre.
Donc, on voit qu'une théorie sociale, le solidarisme, associée à un événement contingent de la guerre, provoque l'émergence d'une nouvelle catégorie, qui sont les bénéficiaires de la dette sociale, donc les multidéguerrés du travail, et une nouvelle modalité de traitement, la réadaptation. On voit aussi apparaître à cette période des acteurs collectifs, comme les syndicats de travailleurs, les organisations d'accidentés du travail et d'anciens combattants qui vont évidemment œuvrer pour cette loi, notamment de 1898, et ensuite les revalorisations de leurs pensions notamment. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans le contexte du solidarisme, ce n'est pas l'invalidité qui permet d'ouvrir les droits. C'est bien en fait la situation dans laquelle cette invalidité apparaît, à savoir des activités d'intérêt collectif, comme la guerre ou le travail. Et de ce fait, une nouvelle distinction va s'opérer non plus parmi les pauvres, mais cette fois parmi les infirmes eux-mêmes, qui va distinguer ceux pour lesquels la responsabilité collective est engagée, de ceux qu'on va appeler, à partir de là, les infirmes civiles, par opposition, qui, en fait, dont les incapacités relèvent de la malchance, puisque ce sont des personnes qui gardent des séquelles de maladies, ou des troubles congénitaux, ou qui ont subi des accidents domestiques, qui tous sont exclus de ce champ d'intervention sociale. Alors, cette situation, qui est perçue comme injuste, est à l'origine en fait d'un nouvel assemblage qui met en scène les héros de l'adaptation. Alors là, j'emprunte la formule à Goffman. Donc en fait, les infirmes civiles acceptent mal d'être exclus des droits sociaux. Alors, ils ne réclament pas une indemnisation financière parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas justifiables de la dette sociale. Mais par contre, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler, ne plus être assistés et donc pouvoir accéder au dispositif de réadaptation au même titre finalement que les autres invalides. Et comme cela ne leur est pas permis, ils vont organiser eux-mêmes leur propre réadaptation. Et c'est là le début d'un vaste mouvement associatif qui va naître à des échelles très locales, notamment avec deux associations que sont l'ADAPT, qui est la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail, et l'APF, l'Association des paralysés de France, deux associations qui sont toujours actives, qui sont devenues très puissantes et qui ont été des acteurs incontournables des politiques du handicap qui ont marqué le XXe siècle. Et donc, ne pouvant accéder au dispositif de réadaptation, donc ce sont essentiellement des malades, un malade de la tuberculose pour l'ADAPT, malade de la poliomyélite pour l'APF, qui vont organiser leur propre réadaptation sur une base bénévole, bien sûr, et en premier lieu dans les lieux de soins où ils sont rassemblés. Parce que la médecine est impuissante, on ne sait pas soigner ces maladies et tout ce qu'elle propose, c'est d'abord l'isolement, parce que c'est des maladies contagieuses, et puis aussi des cures de repos, souvent immobilisées, donc des périodes longues et difficiles, et que les malades vont chercher à agrémenter en organisant des bibliothèques, des conférences, et puis de fil en aiguille, des enseignements, de la formation professionnelle. Et enfin, tout ça va sortir, parce que les gens vont quand même sortir aussi des centres, et des institutions vont être créées, donc institutions de formation professionnelle, mais aussi ce qu'on appellera plus tard des lieux de travail protégés, centres d'aide par le travail, et y compris des foyers d'hébergement pour les personnes devenues donc handicapées, infirmes civiles. Et ce qui est donc particulièrement intéressant dans cet assemblage, c'est qu'en assurant leur propre réadaptation, ces premiers collectifs d'infirmes civiles vont inventer une nouvelle signification du handicap. Ils font sortir l'infirmité de la fatalité, des représentations misérabilistes auxquelles elle est associée, et ils proposent de la penser non plus comme une tare, mais comme une expérience qu'on peut travailler réflexivement, une expérience dont on peut apprendre sur soi, sur la valeur de l'existence, et finalement dont on peut sortir grandi. Et on trouve plusieurs témoignages, bien sûr, de ce phénomène, et je vais donc vous en citer un, et un seul, qu'on trouve dans le premier numéro de la revue Faire Face, qui est la revue de l'Association des paralysés de France, donc qui date de 1933, où on peut lire « Nous voulons être des hommes au sens plein et sublime du mot, malgré ou grâce à notre infériorité physique, des hommes qui ont compris le sens, le prix de la vie, malgré
ou grâce à la souffrance. Et donc, on voit que dès cette période, voilà, s'amorce ce que l'on qualifiera plus tard de renversement du stigmate. Et d'ailleurs, différentes orientations théoriques de la psychologie de l'époque peuvent tout à fait étayer ce type de renversement. Alors, je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps de développer ce point, mais c'est vrai que les années 30 sont des années foisonnantes sur le plan des idées, et on peut citer par exemple la théorie de la compensation d'Alfred Adler, qui est un médecin psychiatre disciple puis dissident de Freud, ou encore Lev Vygotsky, qui est un psychologue russe et qui a proposé une théorie qui s'appelle la défectologie. On a un peu du mal avec le terme aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des théories dynamiques, des théories du développement, des théories dynamiques, qui d'ailleurs intègrent une dimension sociale et qui posent qu'un déficit peut finalement stimuler le développement de nouvelles capacités, de nouvelles potentialités. Donc, dans ce nouvel assemblage, le handicap devient une catégorie d'expérience, une catégorie du sujet, une épreuve de soi en quelque sorte, et c'est effectivement la manière dont j'ai choisi de qualifier ce phénomène, en m'attachant en fait à la polysémie du mot épreuve, que je trouve très pertinente pour rendre compte de la situation qui domine dans la deuxième partie du XXe siècle. Alors, dans la sphère privée, une épreuve, c'est un coup dur, un événement qu'on subit et auquel il faut faire face. Mais éprouver, c'est aussi être mis à l'épreuve, comme quand on passe une épreuve d'examen. Et on peut dire que la réadaptation s'impose effectivement comme une mise à l'épreuve des capacités des individus. Et puis, la notion d'épreuve, elle a aussi un troisième sens qui est plutôt plus technique, qui est plutôt utilisé dans les activités artistiques. Elle renvoie à une ébauche, à une production qui n'est pas définitive, qu'on peut encore retoucher, qu'on peut réviser. Et donc, si on en revient à notre assemblage, l'association, je vais peut-être repasser parce que... Donc, l'association des deux premiers sens de l'épreuve rend vraiment compte de l'expérience que font les personnes infirmes ou bientôt handicapées dans cette période de l'après-guerre. Parce qu'effectivement, la maladie, le handicap, sont considérés comme des tragédies personnelles. C'est quand vous vous retrouvez infirme, vous êtes foutu quelque part, votre vie est foutue. Voilà. Et ça, c'est ce que dénonceront aussi les disabilités studies par la suite. Et puis, la réadaptation, c'est la réponse sociale qui s'impose de manière tout à fait consensuelle. Hein, les politiques, les administratifs et aussi les personnes handicapées elles-mêmes, leurs représentants, défendent très fortement donc, cette réadaptation dans un contexte, il faut bien le dire, de développement économique, de plein emploi et aussi de valeurs fortes associées au travail, depuis notamment l'instauration de la sécurité sociale en 1945 et toutes les protections sociales qui sont attachées au salariat. C'est pas au travail tous, mais au salariat. Donc, valeur du travail, valeur matérielle, mais aussi valeur symbolique, puisque c'est par le travail qu'on peut s'épanouir, qu'on peut avoir une reconnaissance sociale. Et d'ailleurs, François Bloch-Lenné, qui est un haut fonctionnaire de l'État, à qui on a demandé de réaliser une étude sur l'inadaptation des personnes handicapées, et il va rendre donc son rapport en 1969, et il dit dans ce rapport, alors là, hop, voilà, il est établi que le travail est l'élément essentiel de l'adaptation à la société. Le handicapé qui n'a pas pu trouver ou retrouver un emploi reste en marge, même s'il parvient à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par des pensions ou des rentes. Rejeté de la collectivité, il en vient à se considérer comme un être à part, auquel la fatalité a pour toujours fermé les possibilités d'épanouissement personnel dont peuvent bénéficier les travailleurs normaux. Donc, on voit que cette valeur du travail, qui est aussi symbolique, elle est presque encore plus forte pour les personnes handicapées qui ont besoin de cette reconnaissance, de cette utilité sociale. Alors, il faut ajouter que si la réadaptation est une mise à l'épreuve des corps abîmés, c'est aussi une mise à l'épreuve des psychés. En fait, on encourage les personnes à développer des qualités de persévérance, de volonté, de courage, voilà. Tout ça pour surmonter l'épreuve et vivre et être comme les autres. Ça, c'est un slogan de l'époque. Les personnes, je m'en souviens, peut-être trop jeune, mais donc les personnes handicapées sont des personnes comme les autres. Et cette entreprise de normalisation
finalement, on provoque un résultat de forme binaire, c'est-à-dire soit on surmonte ce handicap et effectivement on arrive à vivre comme les autres, soit on n'y arrive pas et on reste assisté. Voyez, donc elle produit des héros, d'où les héros ordinaires, donc je ne sais plus comment j'avais appelé ça, donc les héros de l'adaptation. Voilà, des héros ou des victimes. Là aussi, les disability studies vont dénoncer ces représentations, bien sûr. Et bon, je ne vais pas développer non plus ici, mais j'ai pu montrer effectivement empiriquement dans mes premiers travaux de recherche comment la mise à l'épreuve par la réadaptation marque effectivement les identités mêmes des personnes handicapées et produit en quelque sorte un soi handicapé singulier qui s'ancre dans les actions spécifiques que les personnes réadaptées apprennent à faire quotidiennement. Puisque pour être comme les autres, justement, il ne s'agit pas de faire comme les autres, mais il faut faire autrement et il faut surtout faire plus que les autres. Alors, le troisième sens de l'épreuve, l'épreuve au sens esthétique du terme, qui fait du handicap une expérience potentiellement valorisable, on a vu qu'elle émerge effectivement dans les premiers collectifs d'infirmes civiles dans les années 30, mais elle ne sera pas publicisée finalement. Elle va rester cantonnée dans l'entre-soi des associations, où probablement elle est une ressource importante, une ressource symbolique importante pour leurs membres. Alors on peut penser que les attentes dures de la normalisation telle que je viens de les décrire vont en quelque sorte refermer le champ des possibles, mais je pense aussi que les sciences sociales, donc, qui jouent un rôle quand même dans cette affaire, justement la psychologie qui se développe plutôt dans l'après-guerre, c'est une psychologie beaucoup plus déterministe, avec notamment des théories de psychologie cognitive et qui développe les théories de coping, ce qu'on appelle les capacités à faire face, et dans lesquelles, si vous voulez, le fait de valoriser une expérience du handicap ou de la maladie ou de tout événement adverse, toute tentative de valorisation est considérée finalement comme une rationalisation, comme une distorsion de la réalité à visée adaptative, avec l'idée de chercher à retrouver son estime de soi qui est supposée perdue en cas de maladie ou d'infirmité. Et donc, de fait, il faudra attendre les années 70, le mouvement des personnes handicapées et les disability studies, pour que ce type de proposition de renversement du stigmate, du coup, puisse vraiment s'exprimer comme un levier politique aussi, avec la montée des identités collectives. Alors, pour synthétiser donc les éléments de cet assemblage, on peut dire que le traitement différentiel des infirmes a catalysé en fait la mobilisation, j'aurais dû dire des invalides, a catalysé finalement la mobilisation des infirmes civiles, qui a été rendue possible aussi par le fait qu'ils soient rassemblés, il faut que les gens échangent, se rencontrent, et que ce rassemblement a aussi permis un travail réflexif, collectif, qui fait naître une nouvelle signification du handicap. Une signification qui, aujourd'hui, à ce stade, plutôt concerne l'ensemble des invalides, l'ensemble des infirmes, et ne tient plus compte, en fait, de l'origine de leur infirmité. Et donc, qui est susceptible de rassembler dans une seule et même catégorie tous les invalides, finalement, et tous les infirmes. Et c'est ce que consacrera en 1975 la loi dite en faveur des personnes handicapées. Alors, du fait de la proximité temporelle entre les deux assemblages que je viens de décrire, il y a dans la deuxième moitié donc, du siècle, on trouve deux figures du handicap assez contrastées qui cohabitent en fait. Alors, avec d'un côté la figure du rentier social. Alors, j'emprunte le terme à Serge Ebersol, mais en fait, il l'a lui-même emprunté. En fait, c'est le titre d'un bulletin d'une association d'accidentés du travail, en fait. Et donc, les rentiers sociaux, ce sont des gens qui, effectivement, sont des gens pensionnés, donc invalides de guerre, accidentés du travail, mais aussi les invalides de la sécurité sociale qui viennent se rajouter et qui vivent bien souvent de manière très précaire parce que les pensions, elles n'ont jamais été revalorisées finalement, elles sont vraiment très faibles. Et donc, ces personnes revendiquent leurs droits, elles se positionnent comme victimes et elles vont évidemment demander la valorisation de leur pension. Et on voit, donc, on ne voit pas bien, je pense, mais donc il s'agit d'une manifestation où chaque personne infirme
brandit une pancarte qui indique le prix pour la société, enfin de leur rente en fait, le coût de la rente. Alors un cul de jade vaut 900 euros, pardon, ce sont des francs. Donc un cul de jade vaut 900 francs par exemple. Alors cette figure de rentier social, elle s'oppose à la figure du travailleur handicapé, donc le héros de l'adaptation, qui s'est engagé dans la réadaptation, qui cherche à invisibiliser ses déficiences, à gommer son handicap et qui finalement vit comme les autres en allant travailler. On voit ce monsieur qui est dans une file de voiture et qui va probablement se rendre à son travail. Voilà, et j'en arrive donc à la conclusion de ma présentation, parce que je vois que le temps passe. Alors, depuis le changement de millénaire, en fait, évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qui ont transformé les assemblages dont je vous ai parlé, mais on ne peut pas dire qu'une nouvelle figure émerge, en fait. Et je ne sais pas s'il y en aura une, en fait, une autre. Voilà. Donc, je vais juste peut-être évoquer, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et puis on a besoin de recul, hein, et puis c'est assez complexe la situation actuelle. Donc j'évoquerai juste quelques pistes de réflexion qui quand même convergent effectivement vers un affaiblissement de la spécificité du champ du handicap, me semble-t-il. Donc ce qui est marquant voilà, depuis les années 2000, c'est un double mouvement d'universalisation et aussi de mondialisation en fait de la question du handicap. Alors, universalisation, car comme l'observe Jean-Louis Genard, nous sommes passés d'une ce qu'il appelle une anthropologie disjonctive, où on sépare clairement les incapables des capables, on pourrait dire les handicapés des valides, à une anthropologie disjonctive, où on tente à mettre tout à chacun sur un continuum. C'est un peu l'idée qu'on entend effectivement fréquemment de dire on est tous concernés par cette question du handicap à un moment de notre vie, que ce soit de manière transitoire ou durable. Et c'est aussi ce que défendent les théories du care, qui mettent la vulnérabilité au cœur de l'expérience humaine. Et c'est encore ce qu'on trouve dans un autre registre, qui est celui de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, qui a été adoptée par l'OMS en 2001. Et c'est un espèce de modèle conceptuel qui sert finalement à des comparaisons internationales pour évaluer l'état sanitaire des populations. Parce qu'on a la classification internationale des maladies n'était plus suffisante justement à rendre compte de ces conséquences des états de santé que sont les handicaps. Et là aussi, finalement, chacun d'entre nous pourrait être évalué en plus ou moins handicapé finalement. Donc, universalisation d'un côté, avec une expérience du handicap qui devient commune. Et puis, donc j'ai évoqué au début de la présentation l'arrivée d'une seconde vague de mobilisation des personnes handicapées dans les années 70. Elle s'oppose d'ailleurs à la première vague dont j'ai parlé tout à l'heure, du moins en France, et elle en dénonce les pratiques. Et puis, peu à peu, cette deuxième vague va se mondialiser effectivement avec l'apparition d'alliances, de coalitions, des grosses organisations internationales avec des ramifications nationales. Voilà, on a tout ce mouvement-là. On va parler d'ailleurs de Disability Rights Movement, au singulier, donc c'est le mouvement pour les droits des personnes handicapées, voilà. Et on a aussi une mondialisation parallèle finalement des politiques, des politiques du handicap. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000 aussi, les politiques rentrent nationales et supranationales, entrent dans le répertoire des droits et de la lutte contre les discriminations. En témoigne par exemple la Convention de l'ONU qui a été votée en 2006, Convention pour les droits des personnes handicapées, que la France a ratifiée en 2010. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a maintenant 164 États signataires de cette convention. Alors, le fameux Disability Rights Movement, il dénonce les protections catégorielles spécifiques qui ont été mises en place par les États-providence, parce qu'elles sont jugées paternalistes, associées à la ségrégation, à l'oppression, etc. Ce qui est assez juste, évidemment. Et donc, les personnes handicapées ne veulent plus être protégées par des mesures spécifiques. Ce qu'elles veulent, c'est que leurs droits fondamentaux soient respectés, voilà, tout simplement. Et on observe en fait la même tendance dans un autre domaine, celui de l'action publique, où également les protections catégorielles d'après-guerre ont cédé la place à des politiques nouvelles, politiques d'activation, qui conditionnent les aides de l'État à des formes de responsabilisation des individus qui doivent désormais prendre leur destin en main. Et voilà, faire preuve d'autonomie. Et en fait, ces politiques, elles se sont d'abord appliquées
aux personnes en marge de l'emploi, hein, aux bénéficiaires du RMI puis du RSA, mais maintenant, elle s'applique également aux personnes handicapées. Alors, plus ou moins selon les pays, il y a des différences, mais enfin, la tendance est manifeste. Et donc, on a quand même un peu le sentiment que cette catégorie du handicap qui aurait, voilà, séparation entre les pauvres qui date du XIVe siècle, ben, on se demande si maintenant on n'est pas en train de renouer avec un traitement plus global en fait de la pauvreté. D'ailleurs, j'ai oublié de passer, voilà, c'était l'objet de ma... Voilà, donc il y a un certain nombre d'indices, de dire pour conclure, qui vont plutôt dans le sens effectivement de la fin, en fait peut-être, la fin de la question du handicap. Mais bon, ça, évidemment, on reste dans la spéculation, c'est très hypothétique. Et donc j'ai juste une petite, voilà, une dernière slide pour un peu récapitulatif qui vous montre en fait les grandes étapes. Alors c'est évidemment très très simplificateur, hein, des mobilisations collectives des personnes handicapées. Alors avec d'abord les banquets des sourds, hein, ensuite les mutilés de l'arrêt du travail, et puis on voit donc la réadaptation, hein, des personnes handicapées cette fois. Je n'ai pas parlé beaucoup des mobilisations de familles d'enfants inadaptés ou polyhandicapés. Bon, elles ont été aussi très puissantes plutôt dans les années 50-60. Elles ont créé beaucoup d'institutions. Et les mouvements contestataires, dont en France le comité de lutte des handicapés avec son journal Handicapés méchants, et enfin l'européanisation et la mondialisation du mouvement. Voilà, ben j'en ai fini. Et donc, ben voilà, je pense qu'on peut passer au prochain. Merci beaucoup, Isabelle Ville. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous rappelle que vous pouvez, à distance, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. Ben, je vais commencer par prendre la parole, en attendant qu'il y en ait éventuellement. Moi, ce que je n'avais pas réalisé, c'est l'importance du travail, en fait. Ça m'a frappé de voir que dans toutes ce que tu appelles des assemblages, faut être interrogé aussi sur le mot assemblage. Moi, j'aurais dit configuration, oui, mais ça revient au même, en fait, sûrement. Enfin, tu me diras si tu donnes un sens différent à ces deux mots. Ce qui me frappe, c'est toujours la question du travail. C'est-à-dire qu'elle est toujours vue à ce prisme-là. Hein, oui, c'est frappant. Tout à fait. Je crois que initialement, le handicap est né de cette question du travail et ce qui a perduré pendant très très longtemps finalement. Oui, c'est ça. Et de voir que ça continue, c'est une sorte... Parce que ce que tu montres dans ces assemblages, c'est que il peut y avoir des événements contingents. Tu parles de la peste noire, la guerre qui crée des mutilés. On voit bien, il y a des aspects contingents, il y a des aspects qui relèvent de l'état de la société. On voit bien les conceptions politiques, les idéologies qui vont dominer, mais c'est toujours travailler finalement, la personne en situation de handicap est toujours appréhendée sous le prisme de sa capacité ou pas à travailler. Et la réadaptation, c'est ça aussi. Absolument. En fait, hein. Et donc, justement, en fait, il y a cette espèce de paradigme de l'inaptitude au travail qui va perdurer, hein, même la loi de 75 qui quand même valorise beaucoup l'intégration et justement la réadaptation, on est en plein là-dedans, elle va quand même garder une mesure de rattrapage, je dirais, parce qu'elle va aussi mettre en place un minima social, qui est l'allocation aux adultes handicapés, pour ceux qui malgré tout, ne pourraient pas retourner au travail. Donc, il y a quand même un filet de sécurité qui reste. Et donc c'est vraiment le paradigme, en fait, autour duquel s'articule toute l'action sociale en faveur des personnes handicapées, cette histoire de travail. Mais on voit bien aussi que il s'affaiblit parce que finalement, autant au Moyen-Âge, il fallait des conditions physiques évidemment importantes, y compris dans la première période, hein, dont on parle des accidents du travail, mais au fil du temps, on voit bien que le travail se transforme quand même considérablement et que finalement, l'exonération du travail, et c'est pour ça que peut-être on va retourner vers un traitement plus global de la pauvreté. L'exonération du travail, est-ce qu'elle se justifie toujours? C'est une question qui reste en suspens, effectivement. Ça, c'est certain. C'est une question. Alors, je vais la... Dans le champ de l'autisme, par exemple, qui a tendance à essaimer
dans d'autres champs. Alors, je ne connais peut-être pas forcément bien le domaine de l'autisme. Ce qu'il y a de certain, c'est que justement, l'autisme fait partie de ces nouvelles conditions, on va dire, hein, qui rentrent dans le champ du handicap, tout en se démarquant. Et voilà, et on a toujours on a de plus en plus ce mouvement-là, c'est-à-dire on a des nouvelles catégories, des nouvelles conditions, et puis on peut aussi penser que le traitement différentiel de la pauvreté, justement, avec l'offre qu'elle produit, stimule aussi des effets de médicalisation, on va dire, de handicap, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'on a des catégories de personnes qui vont revendiquer finalement leur appartenance à la question du handicap, et donc une catégorie qui s'étend, et en même temps des spécificités qui s'affirment à l'intérieur de cette catégorie, avec parfois des intérêts divergents. Donc ça devient extrêmement compliqué. C'est aussi pour ça que je me demande comment tout ça va évoluer, parce que on voit bien que dans les politiques, alors par exemple, si on parle je ne vais pas parler d'accessibilité, qui est pourtant un enjeu très important, évidemment, dans le domaine du handicap. Il y a eu des choses, enfin, dès les années 70, hein, la question de l'accessibilité émerge. Bon, elle est très lente à réaliser, c'est très compliqué. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais néanmoins, elle a produit quand même un certain nombre de résultats. Mais on voit bien qu'elle a ses limites. Cette accessibilité universelle, c'est une utopie. Et pour citer des exemples, par exemple, quand on a surbaissé les trottoirs pour les personnes en fauteuil roulant, on a pénalisé les personnes non-voyantes. Voilà. Alors après, on a trouvé autre chose, les bandes tactiles là qui permettent, voilà. Donc, mais par exemple, justement, je pense à la situation des personnes autistes. C'est vrai que toutes les informations lumineuses et sonores qu'on trouve dans les métros, par exemple, c'est très bien pour les personnes aveugles ou les personnes sourdes, mais pour les personnes autistes, c'est très pénible. Ça crée beaucoup de stimulation. Voilà, donc, voilà, l'accessibilité généralisée, on peut y tendre, mais on n'y arrivera pas. Et on voit bien qu'on a des intérêts divergents. La question de la désinstitutionnalisation, qui est aussi très, très prégnante aujourd'hui, eh bien, elle est controversée aussi, parce que la France a fait beaucoup d'institutions. Enfin, il y a des pays qui reviennent. La Suède, par exemple, a été un des premiers pays à désinstitutionnaliser les enfants handicapés, notamment, et finalement, qui revient sur ses pas. Donc, toutes ces questions sont… Enfin, voilà, tout ça, c'est assez complexe et on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Tu disais tout à l'heure que la réadaptation, elle avait un coût physique et psychique. Est-ce que tu peux développer un peu? Parce qu'effectivement, tu nous expliquais, au fond, à un certain moment, la réadaptation, elle crée ces fameux héros, ceux qui arrivent, et on en voit, il y a toujours un nageur qui va arriver à traverser l'Atlantique sans bras, sans jambes. Et il y a vraiment ces personnes, on nous vante des personnes qui arrivent à voyager, à faire de grands voyages malgré un handicap. Donc il y a vraiment effectivement cette figure du héros, mais à côté il y a tous ceux qui ne peuvent pas pour une raison ou pour une autre, parfois notamment pour des raisons financières aussi. Tout le monde ne peut pas faire une préparation pour traverser l'Atlantique ou faire des voyages lointains. Mais en tout cas, quel est ce coût physique ou psychique de la réadaptation pour certaines personnes, hein. Alors, en fait, je pense qu'il faut peut-être distinguer effectivement la période de l'après-guerre, c'est-à-dire où c'était finalement le traitement commun aux personnes handicapées. Il fallait, alors on les sélectionnait évidemment, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas réadaptables. D'ailleurs, les hôpitaux ont ouvert des centres de rééducation fonctionnelle. Ça a été le début aussi de la médecine de rééducation. Et elles étaient destinées, c'est ça, de pointe, avec beaucoup de moyens, étaient destinés aux personnes qui étaient capables de pouvoir reprendre un travail, alors que les autres étaient orientés vers d'autres types d'institutions. Donc c'est quand même, il y a eu une sélection. Et donc ceux qui passaient par ces techniques, cette institutionnalisation de la réadaptation, c'était… Finalement, on pourrait parler de héros. Bon, Goffman dit héros de l'adaptation, on aurait pu employer le terme héros ordinaire plutôt, parce que c'était quand même l'idée. Eux ne se perçoivent pas comme des héros. Eux cherchent à vivre comme tout le monde. Ils n'ont pas d'autres moyens. C'est vrai qu'à l'époque,
c'est le plein emploi, donc ils peuvent travailler. En plus, c'est vrai que là, je pense surtout aux personnes atteintes de la poliomyélite, ce sont souvent des enfants qui sont atteints, donc ils sont pris en charge très jeunes. On les pousse à faire des études. Et même, il y a une chose intéressante, notamment que j'ai pu observer, c'est que les femmes de cette génération, comme on pense qu'elles ne vont pas pouvoir se marier, on les pousse effectivement beaucoup dans les études et elles arrivent à des statuts finalement qui sont supérieurs aux femmes de leur génération. Donc, on voit qu'il y a des effets aussi un peu étonnants, un peu contre-intuitifs. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc, cette modalité de traitement social, elle a effectivement un coût à la fois, d'ailleurs, on ne peut pas distinguer les deux, je pense, à la fois physique et psychique, et on en a une bonne illustration avec ce qu'on a appelé le syndrome post-polio, qui a donc émergé dans les années 80-90, essentiellement aux États-Unis, parce que les États-Unis, évidemment, comme il y a des populations beaucoup plus importantes, c'est plus visible comme effet. Et donc, ce sont des personnes qui ont eu la polio dans les années 50, les dernières épidémies, qui, dans les années 80, alors qu'elles sont sorties des radars de la médecine, reviennent consulter parce qu'elles ont de nouveaux troubles. Elles ont une grande fatigabilité, de nouvelles paralysies, des douleurs musculaires, etc. Et donc, à cette époque-là, on a émis l'hypothèse d'une réactivation du virus. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées dans ce sens-là. Et finalement, l'hypothèse est infirmée et aujourd'hui, on admet que c'est finalement un effet conjugué du vieillissement et de la réadaptation. C'est-à-dire qu'on a tellement forcé sur les capacités restantes, justement, que, voilà, à un bout d'un moment, comme disait un patient, le moteur chauffe et voilà. Et donc, voilà, une des conséquences. Oui, donc ça peut avoir un coût, la réadaptation, ça peut… Voilà. Bon, parlant des grands sportifs dont tu parles, qui sont plutôt de l'époque actuelle, je pense que certainement aussi que ça a un coût, comme pour tous les sportifs. Bien sûr. Voilà, mais je trouve que le phénomène est un peu différent, parce que là, c'est plutôt un choix que de vouloir… c'est pas pour gagner sa vie en général que c'est… Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a une sorte quand même de déconnexion? Parce que dans ton intervention, tu lis beaucoup à la pauvreté, il y a des personnes qui sont handicapées, qui viennent de milieux privilégiés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui sont rentiers. Donc peut-être que là, ça se pose aussi différemment. Alors, d'abord, tu as parfaitement raison, et ce sont d'ailleurs ces gens qui viennent de milieux privilégiés qui sont à l'initiative des premiers collectifs. Voilà. Notamment, je pense pour l'APF, ce sont des jeunes qui vont à Lausanne, qui se retrouvent à Lausanne, parce qu'en France, il n'y a pas de centre de physiothérapie, ça n'existe pas à l'époque. Et donc, ils se retrouvent régulièrement à Lausanne, parce que leur famille est capable de financer ces soins-là. Et c'est eux qui commencent à organiser une amicale, etc. L'autre chose, oui, que ta question évoque chez moi, c'est, certes, bien sûr, il y a des différences sociales entre les personnes handicapées comme il y en a. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la polio, par exemple, a plutôt touché les classes supérieures d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, les dernières épidémies. Pourquoi ? Parce que les autres avaient plus d'immunité naturelle. D'accord. Et que finalement, l'amélioration des conditions d'hygiène ont finalement pénalisé les classes supérieures. Et voilà. Mais non, l'autre chose à laquelle ça m'évoque, c'est que les mesures finalement de l'intervention de l'action publique vont aussi limiter d'une certaine manière les inégalités sociales chez les personnes handicapées. Ça, c'est aussi un travail que j'avais réalisé qui montre que effectivement, alors je parle de personnes qui ont des déficiences sévères, qui sont notamment des personnes en fauteuil roulant. Elles travaillent évidemment beaucoup moins, surtout à partir des années 80-90, parce que de toute façon, la crise étant passée par là, elles sont beaucoup plus susceptibles d'être au chômage, mais elles ont aussi cette possibilité de vivre sans travailler d'une certaine manière, parce que finalement, elles bénéficient d'allocations elles couplent finalement, elles cumulent deux allocations qui leur permet de vivre de façon, d'avoir des ressources qui sont supérieures au SMIC, nettement même supérieures au SMIC. Et ces personnes-là, elles travaillent moins,
mais par exemple, elles sont beaucoup plus engagées dans des activités associatives, par exemple, ou aussi des activités de loisirs, beaucoup plus que les personnes valides, parce que j'ai fait des comparaisons un peu systématiques, voilà. C'est plutôt des recherches de type quantitatif là que j'ai menées. Et donc, on voit finalement comment et ces activités sont associées au bien-être, associées à la satisfaction de la vie, etc. Et donc, on voit que cette intervention de l'action publique, finalement, tente à limiter, à atténuer plutôt les inégalités sociales. C'est intéressant. Ça. Oui, mais alors après, ça a changé parce que là, ce cumul de 2 allocations, ça a été une petite fenêtre d'opportunité, mais maintenant, on est passé à autre chose. Voilà, parce que c'est bien ce qui me semblait. C'était pas si simple. Alors, on a une question. Donc, d'abord, une remarque. Merci beaucoup pour votre présentation. Les revendications portées par les personnes handicapées sont-elles rentrées en tension avec les représentations portées par les familles? Y a-t-il eu des débats et tensions en termes de légitimité à orienter les politiques du handicap? Merci d'avance. Bon, alors c'est aussi une question très vaste et complexe, hein. Effectivement, oui, on peut dire, c'est vrai que les collectifs des années 70 étaient des collectifs de personnes handicapées, et alors que auparavant, effectivement, beaucoup d'associations faisaient alors pas toutes, hein, mais en tout cas les associations, quand même beaucoup d'associations faisaient intervenir des familles de personnes handicapées, et les revendications ne sont pas nécessairement les mêmes. Oui. Et d'ailleurs, ça c'est une vraie question tout à fait passionnante, je trouve, parce que souvent les parents sont amenés à faire des choix pour leurs enfants, ils sont représentants légaux de leurs enfants, et on peut se demander effectivement s'ils sont les meilleurs représentants en fait. Ça, il y a plein de moments, d'exemples sur lesquels on peut véritablement se poser la question. Et en particulier, c'est certain, par exemple, que les familles d'enfants handicapés, donc je le disais tout à l'heure, se sont beaucoup investies dans la vie institutionnelle, en fait. Hein. Elles ont beaucoup construit d'institutions qui prennent en charge les familles, et alors que finalement, dans le même temps, les personnes handicapées demandaient à sortir des institutions. D'ailleurs, la loi de 75, elle est un peu paradoxale parce que d'un côté, elle prône l'intégration nationale, enfin comme une obligation nationale, et il y a une deuxième loi votée le même jour qui, elle, réglemente en fait tout le système médico-social et toutes ces institutions. Mais ça, c'est parce que les familles et les associations de familles sont extrêmement puissantes, réclament ces institutions. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, hein, on est en train effectivement de désinstitutionnaliser. La France n'est pas très mauvais élève, on est pointé du doigt régulièrement pour nos institutions qui n'arrivent pas à se fermer. Mais dans le même temps, on a 8000 personnes handicapées hébergées en Belgique. Voilà. Et parce que on n'a pas de place et que les familles. Et c'est vrai. Et alors, il faut voir aussi. Alors là, il s'agit effectivement de personnes qui ont des déficiences sévères. Et si vous voulez transformer les institutions en services d'accompagnement, ce qui est la tendance actuelle, ça reporte quand même une partie de la charge sur les familles. Et puis des familles qui vieillissent, des femmes qui sont obligées d'arrêter de travailler. Enfin, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc les intérêts ne sont pas les mêmes, et c'est vrai qu'il y a des tensions. Je crois qu'il y en a toujours eu et qu'il y en aura encore longtemps. Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question, avez-vous déjà fait des travaux sur l'accessibilité numérique? Oh non, moi je suis plutôt en fin de carrière, alors déjà je suis pas très douée avec les outils techniques. Non, je suis désolée, j'ai pas travaillé sur ces questions. Elles sont très intéressantes et très importantes, bien sûr. En attendant d'autres questions éventuelles, tu nous as parlé tout à l'heure de 2 grandes vagues dans la représentation du handicap, et tu nous as dit que la deuxième vague s'était opposée à la première. Est-ce que tu peux développer un peu cette question-là? Oui, alors en fait, c'est vrai que je suis allée un peu vite, et notamment, je n'ai pas parlé effectivement des associations de familles dont il est question maintenant, mais donc c'est effectivement un peu central. Donc c'est-à-dire qu'en fait, donc ce que j'ai essayé plutôt de mettre l'accent sur le fait que les premiers collectifs de personnes d'infirmes civiles
sont des collectifs qui œuvrent quand même pour l'émancipation des personnes. Il faut bien voir que les années 30, c'est quand même la situation, elle est calamiteuse. C'est-à-dire les personnes handicapées, elles sont enfermées chez elles. Alors quand elles sont chez elles d'ailleurs, parce que c'est dans le meilleur des cas, elles sont cachées parce qu'on est encore sous le coup des représentations liées à la dégénérescence, à la tare, la peur de la transmission, etc. Donc, et puis en plus, l'environnement n'est pas accessible. Donc, et on n'a pas d'aide technique à l'époque. Donc tout ça fait que les personnes sont complètement recluses dans leur famille ou quand les parents n'ont pas la possibilité de les garder et de s'en occuper, ben c'est dans des hospices. Elles sont, d'ailleurs, dans les recherches que j'ai menées, je me souviens très bien avoir interrogé, donc c'était à la fin des années 90, un monsieur qui avait passé toute sa jeunesse dans une maison de retraite, en fait. Voilà, il n'en gardait pas spécialement de révolte d'ailleurs, mais c'est quand même terrible. Et voilà, et donc, effectivement, les actions de ces collectifs, elles ont été, voilà, en plus, ils ont été très dynamiques, ils sont allés repérer les gens, aller les chercher chez eux. Il y avait toute une série, enfin, des assistantes sociales qui faisaient du démarchage pour les amener dans ces institutions, mais qui étaient des institutions qui étaient vraiment ouvertes, qui étaient vraiment pour valoriser l'échange, la solidarité, l'entraide, etc. Seulement, voilà, il y a eu quand même et ça, c'est un peu une spécificité française quand même, c'est que elles ont été finalement un peu victimes de leur succès, ces associations, puisque dans les années, c'est en 56, l'État finalement donc là on est en pleine croissance, l'État décide de financer ces institutions qui s'étaient donc construites bénévolement, enfin voilà, et donc avec un prix de journée qui est donc de la sécurité sociale qui finance. Mais il délègue complètement la gestion et l'administration aux associations, ils ne s'en mêlent pas. Et donc, ça a provoqué une augmentation considérable, une multiplication de ces institutions. Et là, c'est là que les parents, les familles sont ici très beaucoup intervenus. Et donc, il suffisait d'avoir un local et vous pouviez monter une institution. Donc, c'était très anarchique, il y avait des choses de qualité, mais des choses c'était déplorables. Enfin, et donc, en fait, ces premiers collectifs se sont retrouvés finalement à gérer des tas de structures qui n'étaient pas du tout préparées à cette tâche. Et donc, on voit bien ils ont commencé à faire appel à des administrateurs, quoi, pour faire tourner tout ça. Et ce qui a contribué à affaiblir considérablement, en fait, justement, tout le côté militant et émancipateur du mouvement, quoi. Et donc, on est arrivé dans une phase, on a parlé de tournant managérial, justement, des associations gestionnaires d'établissements. Et c'est vrai que la deuxième vague qui arrive dans les années 70 s'oppose, en tout cas pour la France, beaucoup à ces premières associations, à la vie en institution, fait notamment il y a aussi des manifestations autour des quêtes publiques, parce que ces associations, elles sont cette tradition de quête, une journée nationale de quête sur la voie publique. Alors voilà, ça c'est dénoncé comme entretenant l'assimilation du handicap à la mendicité. Voilà, donc c'est en ce sens-là qu'effectivement, il y a eu effectivement une forte opposition des mouvements contestataires contre les associations de personnes handicapées. Mais il me semble, quand tu dis à cette époque-là, pendant la première vague, il y avait beaucoup de gens qui étaient reclus. J'ai l'impression que ça existe encore aujourd'hui. Il y a des personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas de place dans les institutions. C'est pour ça que tu disais effectivement, beaucoup vont en Belgique. Donc ça existe toujours. Il y a des formes de handicap lourds pour lesquelles on n'a pas encore beaucoup de réponses. Il n'y a pas suffisamment de place. Ces systèmes d'accompagnement où, pas du tout, tu me corriges si je dis des erreurs, c'est pas du tout ma spécialité, mais des systèmes où voilà, les personnes vivent dans des appartements proches les uns des autres, on essaie, voilà, avec une vie un peu autonome, mais c'est très difficile d'avoir un... Donc je pense que il y a encore des gens qui sont reclus. Absolument, il y a aussi des enfants qui n'ont aucune éducation encore aujourd'hui, puis on n'est pas capable trop de les dénombrer, même si la loi, alors il y a une autre loi en 2005 qui effectivement donne le droit finalement à tout enfant d'être inscrit dans une école de son quartier, de proximité, ce qui veut dire que l'école ne peut pas refuser, mais ça pose des problèmes énormes. J'ai fait aussi des terrains dans des écoles
Donc, normalement, théoriquement, une école ne peut pas refuser d'accueillir un enfant. Mais bon, il y a des enfants qui ne peuvent pas, se sentir bien, ne serait-ce que se sentir bien dans ce milieu scolaire. C'est juste, et même parce qu'on a des classes spéciales quand même dans l'école ordinaire, mais même avec ces petits effectifs et tout, il y a des enfants. Et donc, finalement, ces enfants, ils restent dans leur famille, c'est certain, parce qu'il n'y a effectivement pas de place. Donc, ça existe toujours. Je pense que c'est nettement moins que dans les années 50, évidemment. Bien sûr. Mais effectivement, oui, il y a toujours des exclusions totales. Oui. Alors, nous avons une autre question. J'aurais aimé connaître votre avis sur l'inclusion des enfants handicapés en milieu scolaire en France aujourd'hui, présence ou non d'une AVS, adaptation des enseignants ou établissements. Est-ce que ces situations sont mieux gérées que dans d'autres pays, européens ou non? Ou même, est-ce qu'il y a des choses en cours en France afin d'améliorer leur intégration? Bon, là, c'est encore une vaste question, qui est effectivement très intéressante et d'actualité. Alors, comment je peux répondre? Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est compliqué aussi, cette histoire d'inclusion scolaire, parce que finalement, donc, je disais justement qu'on avait maintenant la possibilité d'inscrire son enfant dans son école de quartier. Et alors, on a ce qu'on appelle donc le guichet qui s'occupe du handicap en France, qui sont les maisons départementales des personnes handicapées, qui orientent quand même les enfants. Donc, c'est-à-dire que si les parents veulent absolument que l'enfant aille dans une école ordinaire, a priori, on ne peut pas les en empêcher, mais les MDPH peuvent, les équipes pluridisciplinaires qui évaluent ces dossiers peuvent aussi proposer d'autres types d'orientation dans des institutions qui aujourd'hui sont censées quand même proposer de l'éducation et aussi sont censées accompagner les élèves aussi vers l'école ordinaire, c'est-à-dire que même quand un enfant est en institution, dans la mesure du possible, il doit pouvoir être inclus au moins un certain temps dans les écoles ordinaires. De même que ce qu'on essaye aussi de faire aujourd'hui, la tendance, c'est ce qu'on appelle externaliser les institutions, c'est-à-dire faire des classes qui sont des classes qui dépendent effectivement d'institutions spécialisées, mais qui sont dans l'enceinte de l'école. C'est ce qu'on appelle les CLIS, non? Non, alors les CLIS, non, donc maintenant on ne parle plus que d'ULIS, ça ce sont les écoles de l'éducation nationale, mais de plus en plus on essaie, ce sont donc si tu veux, des classes qui dépendent du médico-social. D'accord. Donc avec d'autres moyens, notamment en termes d'accompagnement professionnel, mais qu'on va essayer d'implanter dans des écoles ordinaires, à part, elles sont pas, mais au moins on arrive à avoir des interactions, proposer des interactions. Donc voilà, il y a ces tendances-là, elles existent. Après, ce qu'il faut aussi bien préciser, ce qui est compliqué, c'est que en fait depuis, ça a commencé dans les années 2000, ça à peu près même avant, on a une augmentation, une explosion en fait du nombre d'élèves qui rentrent dans le dispositif handicap, sans que les institutions ne se vident véritablement. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire que on reconnaît de plus en plus des situations de handicap qui sont endogènes à l'école, des enfants qui étaient dans l'école ordinaire, mais qu'aujourd'hui ils sont toujours, mais ils sont ils sont aidés, accompagnés par le dispositif. Et donc il y a une espèce d'inflation d'une certaine manière, de même qu'on a des demandes d'AVS. AVS, donc ça veut dire auxiliaire de vie scolaire, des accompagnants qui sont formés pour être dans les classes, accompagner les enfants dans les classes. Eh bien, de la même façon, on a une inflation considérable de notifications de ces accompagnements. Il y a beaucoup de mal à répondre à la demande parce qu'il faut former des gens, il n'y en a pas assez. Et on se demande jusqu'où ça va aller aussi. C'est ça, quelque part. Est-ce que c'est ça l'inclusion? Est-ce que l'inclusion, c'est d'avoir un accompagnant dans l'école ou est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un moyen finalement de corriger les carences de l'école aussi? Mais est-ce que du coup, cette augmentation de nombre d'étudiants qui entrent maintenant dans les programmes, au niveau de l'école, dans des programmes spécifiques, est-ce qu'elle ne vient pas du fait que cette loi a permis
à des personnes dont les enfants n'étaient pas en institution parce qu'il n'y avait pas de place, des personnes des familles qui les gardaient à la maison, de dire voilà, j'ai une autre solution, j'ai pas de place en institution, mais puisque la loi impose qu'on accepte mon enfant dans une école normale, qui ont utilisé cette… si tu veux, est-ce que c'est vraiment une augmentation du nombre de… Oui, alors l'augmentation, elle ne peut pas s'expliquer par les enfants qui n'étaient pas scolarisés. Non, c'est pas possible. On pense qu'il y a peut-être un effet de vase communicant, c'est-à-dire que des institutions se sont quand même… Quand je dis il y a toujours autant d'enfants en institution, oui, mais probablement qu'il y en a qui sont allés vers l'école et d'autres qui effectivement n'avaient aucune solution et qui se sont retrouvés dans des installations. Il y a certainement quelque chose comme ça. Mais ça reste marginal par rapport à l'inflation dont je parle. Oui, c'est vraiment l'offre qui provoque la demande. Et puis le fait aussi qu'aujourd'hui, on a de nouveaux symptômes, entre guillemets, on a toute une myriade de troubles dont on parlait peu autrefois. Alors, je ne porte pas du tout de jugement de valeur là-dessus. Je pense notamment dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, enfin tout. Et puis tout le spectre autistique qui aussi tend à s'élargir. Voilà, donc on a de plus en plus de… Et puis, donc, il faut évidemment, pour entrer dans ces dispositifs, il faut un certificat médical, mais il y a aussi beaucoup de médecins et des familles qui savent où les chercher aussi. Donc, il y a des études là-dessus qui montrent bien que certaines familles vont finalement moins peur du stigmate, finalement sont plus intéressées par l'aide que par la crainte du stigmate, et finalement vont rechercher ces diagnostics pour pouvoir bénéficier des aides. Ça aussi, c'est intéressant, le regard des familles, parce que je pense que quand une famille a un enfant potentiellement en situation qui pourrait être définie comme potentiellement en situation de handicap, ça peut être difficile de dire est-ce que oui, je vais faire déclarer mon enfant comme porteur d'un handicap ou pas. Il y a des handicaps qui ne sont pas visibles ou très peu visibles. On parlait du spectre autistique. Et je pense que ça doit être une question qui se pose. La crainte du stigmate et d'un autre côté, l'absence d'aide. Voilà, une chose. Tout à fait. Il y a des familles qui refusent. Alors, on voit dans le milieu d'école, il y a des enseignants qui incitent les familles à faire une démarche. Ah oui. Mais bon, là, c'est des choses un peu plus hypothétiques parce que j'ai pas de chiffres à l'appui de ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il y a cette tendance quand même à des enseignants qui sont un peu débordés et c'est souvent pour des cas d'enfants qui perturbent considérablement la classe et des mamans ou des familles qui refusent justement de rentrer dans… Et là, on a plus affaire en fait à des familles migrantes dans ces cas-là. Qui semblent plutôt refuser effectivement la stigmatisation davantage que certaines familles, mais là c'est pour plutôt des cas d'enfants comme effectivement qui ont des problèmes de dyslexie, dysorthographie et qui peuvent bénéficier d'une aide, voilà, et on sait que ces troubles-là sont des troubles scolaires, c'est-à-dire qu'une fois que les enfants grandissent, finalement, le trouble se résorbe, c'est plus très important d'avoir besoin d'un ordinateur et de mal écrire, de faire des fautes d'orthographe. Donc, en fait, on voit bien que l'enfant, il va être handicapé pour l'école. Une fois sorti de l'école, il peut très bien s'en sortir. Donc là, les familles n'hésitent pas, effectivement, et c'est plutôt des familles aisées dans ces cas-là. D'accord. Voilà. Alors, nous avons une autre question. Que penser depuis 10 ans du discours sur l'inclusion, notamment, comme vous le dites, à l'école, et de la transformation en dispositif des établissements médico-sociaux, les plateformes de services, etc. Est-ce la fin des établissements spécialisés? Et vous venez d'y répondre. Oui, c'est à peu près ça, effectivement. Je viens d'y répondre. Oui, ça pose… Alors, c'est vraiment compliqué parce que, bon, l'inclusion, c'est aussi une utopie. L'idée est belle, je veux dire, on peut qu'y adhérer d'une certaine manière. Mais dès qu'on veut mettre ça en pratique, ça devient extrêmement compliqué. Je vois à l'école, il y a des espèces de raccourcis, d'amalgames qui sont faits. Quand on dit qu'un élève est inclus, ça veut juste dire il passe un petit peu de temps dans une classe ordinaire. Voilà, donc il est en inclusion. Il est en inclusion, c'est-à-dire qu'il est dans la classe de référence où il va peut-être passer 1 heure ou 2. Et voilà. Donc on commence à avoir des études aujourd'hui qui montrent quand même que cette inclusion, elle est quand même une inclusion, elle est aussi une exclusion du dedans pour certains, c'est-à-dire que c'est pas parce que les élèves sont dans la classe ordinaire, surtout quand ils ont effectivement un accompagnant, que certains refusent. À l'adolescence, il y a beaucoup d'élèves qui préfèrent
ne pas réussir ou enfin avoir plus de difficultés scolairement, mais qui veulent plus être talonnés par le. Bien sûr, voilà, ça se comprend. Ça se comprend absolument. Donc, et ça crée aussi, je trouve, ça c'est aussi quelque chose un peu nouveau, c'est qu'on a aussi des concurrences horizontales, c'est-à-dire que entre les catégories les plus défavorisées, ben, finalement la catégorie du handicap, elle est parfois jalousée d'une certaine manière. Et en particulier, moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer effectivement dans les écoles où des enfants en difficulté, voilà, pour bien d'autres raisons qu'un handicap, ben, trouve que l'AVS, quand même, c'est pas juste, quoi. Moi, j'ai aussi une question plutôt sur tes recherches. Le travail ton intervention, là, c'est une intervention, une approche socio-historique, en fait. Et tu as aussi fait des enquêtes. Comment ça s'organise dans ton travail? Est-ce que tu continues sur la socio-histoire ou pas? Comment tu articules l'enquête statistique, quantitative sur la période contemporaine et la réflexion sur les différences de regard portés sur le handicap, la structuration différente des mécanismes d'intégration? Alors, bon, là, j'ai choisi. Je trouvais ça important, en fait, en termes d'introduction, de contextualiser socio-historiquement l'objet. Parce que je pense que, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, elles ont pu entendre parler des Disability Studies, parce que ça, c'est quand même un peu populaire, on va dire, aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de replacer l'objet dans sa dimension socio-historique. Aujourd'hui, en fait, je travaille sur des thématiques alors très différentes. Hein. Particulièrement, ce qui m'intéresse en ce moment, ce sont les pratiques de prévention des handicaps à la naissance. Donc là, on est dans un autre registre, une autre arène en fait du traitement social du handicap, qui est celui qui est arrivé avec les techniques de diagnostic prénatal dans les années 70, là, voilà, et qui s'est extrêmement étendu depuis. Et là aussi, mais par contre, j'ai toujours une approche socio-historique. Enfin, j'ai une approche, donc c'est complètement différent de ce dont on a parlé aujourd'hui, parce qu'on est complètement dans un autre champ, on est vraiment dans celui de la science et de la médecine. Voilà, mais évidemment, j'essaie de reconstituer effectivement comment on arrive effectivement à penser cette question de finalement, ça serait bien si on arrivait à détecter avant la naissance ces pathologies-là, maintenant qu'on les connaît, je pense à la trisomie 21 par exemple, parce que on pourrait éviter qu'elles arrivent, surtout que on sait, voilà, là, on a découvert que les fausses couches, qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense parce que beaucoup passent inaperçues, eh bien 65%, je crois, ou 60% des fausses couches, ce sont des enfants qui ont une atteinte chromosomique, une anomalie chromosomique. Donc l'idée, effectivement, germe ça serait quand même drôlement bien de pouvoir les identifier avant et d'avorter. Et c'est comme ça que ça démarre. Et puis, il y aurait beaucoup à dire sur la question, évidemment. Là, ça serait une autre intervention, mais j'ai toujours effectivement, et je me suis aussi intéressée un peu justement à l'école, à l'inclusion scolaire, à ces dispositifs. Comme à chaque fois, si vous voulez, je vais retourner effectivement, enfin, dans l'histoire, quoi. Je suis pas historienne, mais voilà, c'est pas envisageable de ne pas retracer le contexte historique de ces transformations-là. Bien sûr, en tout cas, c'est très éclairant. Moi, j'ai appris beaucoup. Donc, une question ou une remarque. Un des grands problèmes pour les personnes atteintes est que beaucoup se trouvent coincés entre la mise en institution, pas adéquate ou nécessaire, et l'inclusion-réinsertion dont la pertinence du travail est souvent peu adéquate. Personne ne semble considérer que beaucoup de gens avec des handicaps moyens se retrouvent exclus de la plupart des aides qui sont peu pertinentes. Oui, c'est une remarque intéressante. Alors, c'est vrai que là, bon, moi, alors pour le coup, je vais juste donner une impression parce que j'ai pas vraiment étudié. C'est vrai que moi, je me suis plutôt intéressée aux situations un peu emblématiques. Hein. Justement, ces personnes qui avaient des droits parce qu'elles avaient une forme de handicap suffisamment importante ou considérée comme telle pour ouvrir des droits. Mais c'est vrai qu'il y a une catégorie de gens qui sont dans une situation intermédiaire, et ça, c'est depuis
longtemps comme ça, notamment pendant très longtemps, les droits étaient soumis à un barème, un taux d'incapacité qui était établi à partir d'un guide barème par des médecins, hein, et le barème qui donnait les droits les plus intéressants, entre guillemets, les plus généreux, c'est 80%, et supérieur ou égal à 80%. Alors là, bon, j'en parlais tout à l'heure, le cumul des deux allocations, il fallait avoir, et c'est drôle parce que il y avait une dimension paternaliste là-dedans, parce qu'on considérait, par exemple, qu'une personne en fauteuil roulant, c'était forcément supérieur ou égal à 80%, alors qu'il y a des très grandes variabilités dans l'autonomie de ces personnes. Mais par contre, il y a effectivement beaucoup de personnes handicapées qui n'atteignent pas ce seuil-là. Et là, les droits sont plus les mêmes. Et c'est vrai, et pour autant, il y a des grosses difficultés effectivement, de retour à l'emploi. Je pense par exemple à tous ces troubles musculo-squelettiques que des personnes développent au cours de leur travail, quand elles travaillent justement dans des situations assez contraignantes physiquement. Ça fait pas l'objet d'une reconnaissance, du même type de reconnaissance. Et là, c'est vrai, je pense qu'on a des situations qui sont très précaires, du coup. C'est de personnes qui cherchent quand même à travailler, mais qui ont du mal, qui en souffrent, qui souffrent soit du travail, soit du fait de ne pas en avoir, et qui sont dans des situations de grande précarité. Oui, ça, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, même si ces allocations ont changé. Enfin, voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est… Parce que finalement, on a, et peut-être moi je suis tombée dans ce travers aussi, hein, finalement, de ces figures, finalement, c'est des figures un peu emblématiques, et finalement, il y a peut-être toute une espèce de je sais pas comment dire, de situation moyenne, mixte, moins identifiable, qui échappe en fait un peu à… Alors, ils échappent probablement pas complètement au champ de l'action sociale, mais elles sont certainement moins bien accompagnées. Oui, je pense que c'est vrai. Et alors, par exemple, ce que j'ai pu constater, c'est que donc depuis qu'on a la loi de 2005 et la création des maisons départementales des personnes handicapées, il y a en fait pas mal dans ces maisons départementales des personnes handicapées, on évalue parfois des travailleurs justement qui sont plutôt dans la dernière moitié de leur carrière, qui sont un peu en difficulté, mais qui ne sont pas vraiment là. Mais le milieu étant tellement compétitif, tellement contraignant, on va parfois leur attribuer le statut de travailleur handicapé, justement, pour leur faire bénéficier. Voilà. Mais je pense qu'il y a une vraie réalité là. Hein. Merci de la question. Il faudra que je pense que j'y réfléchisse. Bon, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à toi, Brigitte. J'espère que dans le public, on aura le sentiment d'avoir appris autant de choses que j'en ai appris moi aujourd'hui. Et donc, pour finir, je voudrais juste vous annoncer la prochaine séance du mois de l'international. Ce sera le 5 avril et c'est ma collègue Shora Makaremi qui présentera une intervention intitulée « Ethnographie hors site de l'Iran post-révolutionnaire ». Et le discutant sera un autre collègue, Amit Bozarsan. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.